Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à notre Assemblée publique numérique de la Fondation canadienne des femmes. Mon nom, c'est Jacqueline Hall. Je suis responsable des programmes à la Fondation et je suis ici avec ma collègue Anuradha Dugal, que vous voyez aussi à l'écran, qui est directrice de la politique publique à la Fondation. Également, une de nos collègues, Michelle Moussindo, qui est prête à répondre aux questions, soit dans la fonction chat ou la fonction question. Pour notre webinaire d'aujourd'hui, on va garder tout le monde en mode silencieux. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les taper dans la fonction chat, justement, ou vous pouvez garder vos questions pour la fin du webinaire où on va faire une petite section questions et réponses. Donc, merci d'avoir nous rejoint. J'espère que vous et vos proches, vous vous portez bien et vous êtes se trouvez en bonne santé. En ces temps incertains, nous avons voulu communiquer avec vous pour partager des mises à jour sur ce que nous faisons à la Fondation. Donc, c'est un court webinaire d'une trentaine de minutes pour vous donner quelques mises à jour par rapport à ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qu'on prévoit bientôt faire et prendre vos questions. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, la Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada pour diverses femmes et filles. La Fondation canadienne des femmes et les organismes qu'elle soutient mènent leurs activités sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissantes de la chance que nous est donnée de nous réunir et de travailler sur ces terres. Nous savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Donc, nous devons constamment rechercher la vérité et la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre des efforts continus pour redresser l'ensemble de nos relations. Bon, voilà. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, comme vous voyez, est bientôt mentionné auparavant. Pour aujourd'hui, on va vous donner quelques mises à jour par rapport à nos activités courantes, des activités à venir et quelques minutes vers la fin pour questions et réponses. Donc, à nous, c'est à vous pour notre première section, des mises à jour par rapport à la COVID-19. Parfait. Merci beaucoup, Jackie. Merci tout le monde et bonjour Michel aussi. Merci de nous aider cet après-midi. Je suis très heureuse d'être parmi vous, devant vous peut-être plutôt, cet beau après-midi, bel après-midi à Montréal. Alors, nous allons parler de COVID-19. Bien sûr, c'est un défi inattendu que nous a frappé un peu pour tout le monde, pour le Canada, partout aussi. Et en effet, la pandémie nous a affectés de bien des façons différentes et a changé notre vie quotidienne. Alors, nous allons vous donner un aperçu de ce que la Fondation a fait pour lutter contre surtout les impacts genrés de la pandémie et soutenir les femmes et les groupes qui soutiennent les femmes pendant cette période de crise. Nous avons sorti des articles, des rapports, des blogs, un sondage, des lettres, des mémoires, beaucoup d'activités et je vais juste faire un peu de topo de ce qui est déjà en action. Et c'est sûr qu'il y aura de nouvelles choses presque à toutes les semaines. Alors, premièrement, c'est clair et c'est devenu rapidement très évident que la pandémie avait des effets selon le genre. Par exemple, il y avait une augmentation des difficultés financières qui sont mentionnées sur cette liste-là, qui ont été vécues plutôt par les femmes. J'ai vu des statistiques différentes, mais peut-être 60% ou 70% des personnes qui ont perdu leur emploi pendant cette période sont des femmes comparées au nombre d'hommes. Ça, c'est une des premières choses. Le fardeau des travaux ménagers et les soins à la famille, aux enfants, l'école à la maison, la surveillance,
tout cela a vraiment tombé sur les femmes aussi d'une façon disproportionnée parce que les femmes avaient déjà ces responsabilités, mettons, traditionnelles ou typiques pour aider et soutenir la famille et la vie de la famille. Ce sont des responsabilités, bien sûr, non rémunérées. Et c'est aussi plutôt dans les familles avec des couples hétérosexuels dont je parle. En même temps, nous avons vu une augmentation des violences sexistes, des violences sexuelles, des violences fondées sur le genre. En même temps, d'une réduction au service pour les femmes parce que les maisons d'hébergement ont dû réduire, dans certains cas, les personnes qui peuvent accepter dans l'espace pour être sûres de pouvoir garantir la distanciation entre les membres, les personnes dans les chambres. Alors, avec tous ces impacts, et là, c'est sans mentionner le fait que la plupart des personnes qui donnent les soins de santé et les soins dans les CHLD, etc., sont aussi des femmes. Alors, c'est comme un double fardeau. Je dois dire qu'on a essayé comme fondation à utiliser notre voix tout de suite, à élargir les audiences qui vont entendre et comprendre et écouter ces messages, que les femmes ont ce double message, ces doubles fardeaux. On a parlé beaucoup avec nos partenaires communautaires, le gouvernement et aussi les médias. Et on a vu qu'il y avait finalement beaucoup d'intérêt à ce sujet. On essaie d'utiliser aussi une analyse intersectionnelle fondée aussi sur le sexe et de montrer comment les inégalités existantes ont été augmentées à cause de cet impact disproportionnel sur les femmes de la pandémie. On peut continuer à parler de sondages que nous avons faits. Oui. Alors, nous avons demandé aux partenaires que nous finançons de nous expliquer exactement comment ils ont vécu les premières conséquences de la pandémie. Et on a demandé certaines questions. C'est très intéressant de voir, premièrement, que 80% des groupes avaient des préoccupations très sévères quant à la capacité de leur organisme de continuer à offrir des services. Ça, c'est à la fois à cause du financement et les mesures de distanciation. En plus, il y avait beaucoup d'autres effets que vous pouvez voir ici. Et nous avons eu ces réponses pendant toute la période. En effet, on a vu qu'il y a eu des impacts tout le long. Alors, même si on a commencé à penser qu'on allait parler juste des premières conséquences du coronavirus, finalement, les réponses nous ont démontré que ce n'est pas les premières 2 semaines. Ce sont les impacts qui ont perduré et qui sont encore très sérieuses présentement, même 12 semaines après le début de la pandémie au Canada et au Québec. Alors, je ne sais pas si vous voulez spécifiquement mentionner ces pourcentages, mais je pense pour moi, par exemple, un des constats les plus importants, c'est la réduction du nombre de bénévoles, par exemple. 40% des groupes n'ont plus de bénévoles qui travaillent avec eux. Et en même temps que nous voyons qu'il y a la fermeture temporaire de certains programmes, à la fois il y a l'ouverture de services spécifiques pour la pandémie.
Alors, c'est intéressant à voir ça aussi. Si je vous parle maintenant de comment nous avons travaillé avec le gouvernement, plutôt c'est le gouvernement fédéral que vous pouvez voir ici avec cette belle photo. On a travaillé avec beaucoup d'autres partenaires pour démontrer vraiment l'importance d'une perspective genrée sur l'aide gouvernementale et on a commencé maintenant à parler comment on peut avoir cette analyse selon les genres plus aussi pour la période de rétablissement. Alors, il faut penser que c'est un continuum. Nous avons reçu à la Fondation à peu près, mais premièrement, 3 millions de dollars pour financer les centres comme les CALAX, les centres qui viennent à l'aide aux femmes qui ont été agressées sexuellement. Et on va recevoir, on est en train maintenant de parler d'un autre 10 millions pour venir à l'aide de beaucoup plus d'organismes qui offrent des services aux survivantes à la violence partout au Québec, partout au pays, sauf le Québec. On a vu aussi que le gouvernement a fourni aussi d'aide aux services pour survivantes et les maisons d'hébergement, qui est très, très important. Et ça, c'était aussi par le biais de Hébergement Femmes Canada et YWCA Canada. Pour nous, on constate que c'est un bon début, mais ce n'est que le début. On a besoin, le secteur a besoin de plus d'argent et nous voulons vraiment continuer à voir que le gouvernement utilise une analyse selon le sexe dans toutes les politiques qu'ils mettent en place et surtout dans leur façon d'allouer aussi les financements. Parce que ça, c'est très important que ça soit appliqué comme il faut aux femmes et aux services pour les femmes. Merci, Anou. Juste avant de passer au prochain diapo, juste pour confirmer, parce que je réalise, on est en train de faire un webinaire en français et il y a donc plusieurs personnes qui se trouvent sûrement au Québec et se posent la question de pourquoi la Fondation n'est pas en train de financer des organismes au Québec et c'est simplement qu'il y ait des fonds gouvernementaux. Ils ont été transférés à la province pour gérer la distribution de ces fonds d'urgence-là et dont la raison simple que la Fondation vienne en aide avec les paiements ailleurs au Canada, c'est simplement que le Québec gère sa propre distribution financière. Donc, c'est ça. De notre côté, donc, pendant que le gouvernement est en train de libérer des fonds nécessaires pour venir en aide au secteur des OSBL, ONBL à travers le pays, la Fondation, évidemment, est à la recherche d'opportunités pour la philanthropie, de soutenir une réponse genrée pour que les femmes et les filles ne soient pas laissées pour compte pendant la pandémie. Donc, on s'est lancé, comme vous voyez, le fonds Les Persévérantes ensemble. Donc, pour celles qui nous suivent depuis un peu plus longtemps, nous avons fait le lancement d'une campagne de financement cet automne qui s'appelle simplement Les Persévérantes. En ce moment, on est en train justement de faire des levées de fonds pour financer spécifiquement une réponse précise sur le COVID-19, l'impact du COVID-19 sur les organismes qui viennent en aide aux femmes et personnes non binaires qui sont survivantes de la violence. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne-là. On est en train de faire la collecte des fonds auprès des donateurs, donatrices individuelles, mais aussi en train de parler avec nos commanditaires et d'autres philanthropes pour fournir un soutien plus critique aux femmes et aux filles pendant la crise. Les fonds qu'on est en train de ramasser permettront aux services essentiels d'atteindre les femmes et les filles maintenant
et de les soutenir dans les mois à venir parce qu'on sait qu'on n'a pas atteint la fin de ce fameux pandémie. Donc, les fonds, généralement, vont soutenir des activités clés, dont le personnel et les coûts reliés aux bénévoles. Les services de soutien, par exemple, la garde d'enfants, la nourriture, le transport en commun. Les équipements de protection individuelle, dont on entend souvent parler pour le secteur des santé, mais c'est aussi un besoin dans le secteur communautaire, dont les gants, les masques, les produits de nettoyage. Les coûts d'exploitation, comme le loyer, les services publics, la numérisation des services pour permettre la distanciation physique, donc d'offrir des soutiens et des programmes par téléphone, par Internet, etc., ainsi que d'autres coûts reliés à la livraison de services pendant la pandémie. Donc, nous avons lancé l'appel pour ces fonds-là en début avril. Nous sommes reconnaissante et très heureuse de vous dire qu'à date, nous avons amassé plus de 200 000 $ canadiens. De qu'est-ce que je comprends aujourd'hui, on est rendu plus proche de 270 000. Donc, on a créé les diapos il y a quelques jours et déjà, on a vu un peu plus de financement dans les derniers jours. Pour qu'est-ce qui s'en vient pour justement partager les fonds, les premiers paiements se feront à mi-juin. L'accent sera mis sur des petites organisations qui n'ont pas déjà reçu de l'aide des autres sources, donc les millions qu'Annou a déjà parlé pour les CALACS et pour les maisons d'hébergement, par exemple. Donc, pour les organismes qui n'ont pas déjà profité de ces paiements-là, on va leur prioriser dans ces premiers paiements. Et la raison est simplement pour assurer une continuité des services de ces organismes-là. Généralement aussi, on parle de fournir ces fonds supplémentaires-là aux bénéficiaires existants, donc aux organismes que la Fondation est en train de financer pour d'autres projets, afin de continuer à faire, pour qu'elles soient en mesure de continuer leur travail. Mais ce n'est qu'un début. Donc, on continue de demander à nos partenaires, nos donatrices, nos amis, de donner au fond les persévérantes ensemble. Au cours des prochains mois, les besoins de la communauté seront importantes et les pressions sur les fournisseurs de services seront quand même assez intimidantes pendant qu'on fait la planification de l'été, l'automne et les années à suivre. Un soutien continu aux organisations est nécessaire pour aider les individus et les familles qui dépendent chaque jour. Nous ne voulons pas les laisser tomber. Donc, on sait que c'est une période difficile pour beaucoup d'organismes. La Fondation, malheureusement, c'est inclus. Si vous êtes en mesure de donner, ou vous connaissez du monde qui sont en mesure de donner, vous pouvez en savoir plus sur notre site web qui apparaît à l'écran. Autre mesure qu'on a mis en place, pas du tout reliée au financement, mais une activité quand même importante et qu'on va en profiter. Donc, on sait que partout au Canada et dans le monde, les fournisseurs de services sont en train de tirer l'alarme sur une quand même forte augmentation de violences fondées sur le genre, comme la violence conjugale, les agressions sexuelles et la violence psychologique. Les taux de violence étaient déjà élevés au Canada avant la pandémie. Donc, il y a maintenant de nombreuses indications que le nombre d'incidents est en train d'augmenter. Malheureusement, on en voit quelques histoires aux nouvelles. Il y en a d'autres que nous autres, on entend simplement parce qu'on est présente sur le terrain et vous aussi. Donc, maintenant que l'isolement conduit des gens à rester à la maison. Donc, c'est ça le danger. On voit surtout dans des communautés rurales, il y a quelques organismes qui sont en train de signaler même une baisse des volumes d'appels. En même temps, on entend parler justement d'une augmentation des violences. Donc, on se pose la question de si l'isolement conduit les gens à rester à la maison avec leurs agresseurs et donc c'est plus difficile de demander de l'aide. Donc, on a établi un partenariat avec une société de communication qui se trouve à Toronto, mais aussi un bureau à Montréal nommé Juniper Park.
eux autres qui étaient très intéressés à vouloir faire quelque chose, à contribuer pour confronter la violence. Donc, nous avons travaillé ensemble pour lancer la campagne Appel à l'aide. Donc, vous voyez un peu la geste à l'écran dans le diapo. Donc, les gens peuvent utiliser ce simple geste à une main lors d'un appel vidéo. Elles peuvent discrètement montrer qu'elles ont besoin d'aide et veulent que quelqu'un les consulte en toute sécurité. Ce n'est pas nécessairement un appel pour dire d'appeler le 911. On fournit quand même plusieurs conseils à quoi faire si jamais vous voyez qu'une personne signale, fait appel à l'aide, de comment poursuivre, c'est quoi les meilleures démarches à suivre selon les circonstances. Mais l'appel à l'aide est simplement un outil qui peut parfois aider certaines personnes, ceux qui se sentent assez en sécurité et qui ont accès malheureusement à des appels vidéo pour l'utiliser. À date, depuis qu'on l'a lancé, ça fait quand même quelques semaines, au mois d'avril en tout cas, vers la fin avril, la réponse a été formidable de la part des organisations qui aident ou qui fournissent des services à des personnes vivant des situations de violence, dont on voit non juste des partenaires au Québec, au Canada, mais aussi aux États-Unis et ailleurs qui sont en train de partager, cette symbole-là pour justement que les femmes aient recours à trouver de l'aide en situation de violence. Donc, pour en savoir plus, simplement, regardez le site web. Ça donne quelques conseils à comment agir si on voit quelqu'un signaler pendant un appel vidéo. Et c'est quoi la campagne plus généralement. Donc, pour les activités à venir, il y a une question de comment vous pouvez vous rester en contact et contribuer. Et je vais passer ça à nous pour parler un peu de ce qui s'en vient. À nous. On n'entend pas si vous êtes en train de parler. Parfait, merci. Alors, la Fondation a fait depuis quelques années maintenant le marathon, la course Banque Scotia. Cette année, bien sûr, c'est une version nouvelle qu'on va vous offrir en lien avec la Banque Scotia. Il y a le 21 km de Montréal. Alors, vous pouvez participer. C'est une course virtuelle. Et vous avez la chance de courir et marcher à l'heure de votre choix entre le 25 mai et le 31 août. Alors, vous pouvez choisir la journée et il y a bien sûr, ce n'est pas seulement le 21 km, il y a d'autres options aussi. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web et le site web de la course Banque Scotia 21K de Montréal. Vous allez vous inscrire et tout de suite, ils vont vous offrir l'opportunité de choisir la fondation comme le partenaire avec qui vous voulez travailler, qui vous voulez soutenir. Comme ça, vous pouvez continuer à utiliser leur outil parce qu'il y a des outils dans leur site web pour chercher le support de vos proches, de vos amis et de votre famille. Alors, ça, c'est une façon de participer, de soutenir la Fondation, de peut-être continuer à courir, même si vous ne pouvez pas le faire en grand nombre comme dans les années précédentes. Alors, ça, c'est l'option virtuelle d'une course avec le Banque Scotia cette année. Jackie, le micro. Voilà, je suis sur mute, désolée. Donc, merci à nous. Nous sommes à la fin de notre présentation. On a gardé ça quand même assez bref pour simplement parler un peu de ce qu'on fait récemment et qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, en tant que fondation, notre but ultime, c'est de ramasser des fonds pour être capable de soutenir le secteur féministe à travers le pays et surtout en ce moment de pandémie.
Je vais demander à Michelle qu'elle me partage les questions. Elle m'a déjà planté un. Donc, moi, je vais poser la question. Anou va répondre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez simplement les taper dans la boîte chat ou questions. Ainsi, vous avez aussi l'option de vous lever la main pour qu'on on enlève le mode silencieux et vous pouvez verbaliser votre question. Anou, première question. Comment pouvons-nous atteindre les personnes isolées, mais qui ne se trouvent jamais seules lorsqu'elles sont soumises à la violence et ne sont pas en mesure de demander l'aide? Il faut enlever de... Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. OK. Alors, des fois, nous savons que même il y a beaucoup de situations difficiles où les personnes sont constamment surveillées par un agresseur et il peut être impossible ou dangereux de contacter un service ou même d'utiliser l'appel à l'aide, le signe que Jackie vient de vous montrer. Il est important que nous veillons à ce que les programmes de prévention et d'intervention contre les violences dans les communautés locales restent disponibles et ouverts. Alors, nous pouvons, comme individus, toujours appeler ces services et demander aussi de l'aide. Et ça, c'est une raison pour laquelle on continue à demander des fonds pour les services, même si quelques services apparaissent fermés, ils sont capables de maintenir certains contacts avec les membres de la communauté. Et c'est important que ces services soient financés pour faire cette approche plutôt communautaire et plus proche des maisons et des personnes à l'intérieur des maisons. Alors, ça, c'est une façon de faire ça. Nous voulons aussi souligner qu'il y a quand même au Canada pas d'égalité entre les services qui sont offerts par dans les différentes provinces, dans les différentes communautés. Et pour un peu égaliser cette situation-là, nous sommes en soutien du plan national contre les violences basées sur les gens. Et vous pouvez aussi signer une lettre qui est sur notre site web concernant cette approche et demandant au gouvernement fédéral à prendre les mesures pour continuer à mettre en place ce plan national. Alors, ça, c'est peut-être les mots. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres choses à ajouter à ça, Jackie. Non, mais j'ai une deuxième question, puis vu qu'on est à 3h02, je vais, si vous me permettez, comme dit le docteur Arruda à chaque jour, je vais lire la question et répondre de manière vite fait, juste parce que je pense que c'est souvent une question que le monde y pense, surtout de notre côté. Donc, comment votre stratégie de collecte de fonds pour l'octroi de subventions a-t-elle changé à la suite de la crise économique? Quel impact voyez-vous COVID-19 avoir sur les opportunités de financement avec la Fondation? Pour répondre brièvement et simplement, donc, évidemment, on est en train d'élaborer de nouvelles stratégies pour recueillir des fonds pour fournir à des organismes à travers le pays pour être en mesure justement de continuer de fournir des services. De l'autre côté, donc, c'est sûr qu'on veut trouver de l'argent pour répondre à la crise, mais aussi de notre côté, on va quand même aller de l'avant avec tout ce qui est notre financement standard. Donc, on a fait plusieurs appels pour des demandes cet automne.
nous allons continuer avec notre processus selon les délais prévus pour être sûr de continuer à financer le secteur féministe comme qu'on le fait toujours et non juste une réponse à la pandémie. Donc, on va continuer avec les deux volets, un à côté de l'autre. Donc, ceci dit, nous sommes à la fin de notre présentation. J'aimerais vous remercier toutes d'être venues. On va partager bientôt un lien vers l'enregistrement de ce webinaire si jamais vous avez manqué le début, excusez, ou vous voulez le partager avec d'autres personnes. Pour rester en contact, vous pouvez toujours nous contacter. Les informations se trouvent sur notre site web qui est canadianwomen.org. Et en attendant, soyez bien. Bonne santé à tous et à toutes. Et on vous remercie toujours encore d'être là aujourd'hui. Donc, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.